Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La visite du président du Faso en France continue d'être marquée par une série d'entretiens avec des personnalités internationales et françaises. Manuel Valls, Premier ministre, et Irina Bokova, secrétaire générale de l'UNESCO, hier soir. Les élèves des écoles techniques de Ouagadougou ont manifesté ce matin dans les rues de la capitale pour exiger de meilleures conditions d'apprentissage. Notre invité est le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Bazé. Merci d'être venu ce midi sur ce plateau pour nous parler de cette situation. Merci. On vous retrouve tout à l'heure pour notre entretien. Poursuite de la visite officielle du président du Faso en France. Hier après-midi, Roch-Marc Christian Kaboré s'est rendu au siège de l'UNESCO pour des discussions avec les responsables de l'organisation spécialisée des Nations Unies. La délégation burkinabé s'est ensuite entretenue avec le Premier ministre français Manuel Valls. Reportage de nos envoyés spéciaux Alidou Badini et Jacques Lamissa Tarpaga. Le président du FSO a été accueilli à son arrivée à l'UNESCO par la directrice générale Irina Bokova et son personnel. La visite au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture n'aura duré que quelques instants, mais suffisant pour Roch-Marc Christian Kaboré de s'enquérir de l'état de l'organisation. Irina Bokova s'est réjouie de cette visite d'un des membres du patrimoine mondial de l'humanité avec les ruines de l'Europénie. Après les échanges, la délégation s'est ensuite rendue à Matignon. Là, c'est le Premier ministre français Manuel Valls qui reçoit le président du Faso. Les deux personnalités ont discuté une fois de plus de la coopération entre nos deux pays. Investi le 29 décembre dernier comme président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré a ainsi passé 100 jours au palais de Kosiam. Plus de 3 mois pour relever les défis sur le plan politique et économique. Sur le plan politique, il s'agit de la justice, des réformes politiques et de la réconciliation nationale. Commentaire Nyarkiteda. L'une des préoccupations majeures inscrites au rang des priorités est sans conteste le processus de réconciliation nationale. À son investiture, Roch-Marc Christian Kaboré s'engageait à réconcilier les Burkinabés avec eux-mêmes. 100 jours après, l'on peut sans risque de se tromper affirmer que le processus est en marche avec l'installation du Haut Conseil pour la réconciliation nationale. Fort de 21 membres, le Haut Conseil avec à sa tête Benoît Kambou va passer en revue près de 5000 dossiers avec pour but aboutir à un dialogue social avec tous les Burkinabés. La sécurisation et la défense du territoire national restent et demeurent l'autre gros défi à relever selon le président Kaboré. Les menaces terroristes doivent désormais être prises en compte dans les habitudes, avertit-il. C'est pourquoi les points sensibles du pays font l'objet d'une vigilance accrue. Nonobstant ces dispositifs, le Burkina Faso va être attaqué par les terroristes le 15 janvier dernier en plein cœur de la capitale Ouagadougou et à Inabao dans le Sahel. Frappé dans son amour-propre, le Burkina Faso met sur pied l'Agence nationale de renseignement dirigée par le colonel François Ouédraogo. La justice, gangrène de la cohésion sociale et de la démocratie burkinabé, bénéficie d'une attention particulière du pouvoir Kaboré. C'est pourquoi il dit bâtir avec le peuple un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice, tout en veillant au rétablissement de l'autorité de l'État. La machine semble se poser doucement sur les rails avec le signal d'un Fada dans l'affaire dite des Kogleweogo où la justice était ferme. Cette même justice peut se satisfaire de l'aboutissement de la plateforme revendicative des syndicats des magistrats. Le Front social piétine toujours et les syndicats grognent, mais le moins que l'on puisse dire, il y a une avancée avec déjà la volonté de la mise en œuvre de la loi 081 et la disposition du gouvernement à ouvrir un dialogue avec ses partenaires sociaux. Au plan des réformes, tous les sillons sont tracés, la 5e République est en vue. Une commission constitutionnelle est annoncée car Roch-Marc Christian Kaboré, la 4e République a vécu et doit faire place à une 5e pour consolider les acquis démocratiques. Les 3 mois de présidence de Roch-Marc Christian Kaboré sont scrutés par les citoyens burkinabés. 3 points de vue ressortent des propos recueillis dans la rue. Pour certains, il y a déjà des avancées notables. Pour d'autres, rien n'a changé. Enfin, beaucoup estiment qu'il est très tôt pour faire un bilan. Mounira Kéré a recueilli quelques avis. 100 jours
Bon, par rapport à ce qu'ils ont dit pendant les campagnes, on constate que c'était pas... Pour fait, ils ne réalisent pas ce qu'ils ont dit, quoi. Donc, selon moi, je peux dire, c'est-à-dire ils sont en déphasage de ce qu'ils ont dit lors de leur campagne. Concernant nous, les étudiants, on peut dire que nous ont délaissés. Ils ne parlent même pas de nous. Si on va bien voir, même lui-même, il n'est pas encore bien installé. 100 jours, on n'a rien vu de concret. Mais on ne peut pas l'accuser parce que c'est trop peu pour dire quelque chose. Voilà. Vu ce qu'ils sont en train de faire, on sent qu'ils sont en train d'essayer de nous prouver, de réaliser ce qu'ils ont promis. On espère que ça ira comme ça, que tout ira bien. 100 jours dans un mandat de 5 ans, c'est pas beaucoup. Mais je me dis que pour tout un développement, d'abord, c'est la base qui compte. Déjà, la base n'est pas du tout bon. Ça va, mais ça ne va pas. Nous, on voulait diminuer le prix de la nourriture, par exemple le riz, le mil, comme on mange d'habitude, quoi. Là, ça allait être bien. C'est trop tôt. Je crois que, vu le temps élu pour former le gouvernement, je crois que ça aussi, ça a impacté un peu sur leur activité au trimestre. Donc, ils ont un peu commencé tard. Donc, il est très tôt vraiment d'évaluer quelqu'un qui n'a pas posé aussi. Il n'y a pas trop d'actes qui ont été posés. Donc, on ne peut pas. Nous sommes toujours à l'étape des promesses. Voilà, des promesses, des déclarations d'intention. Mais concrètement, je ne vois rien. Quand on dit changer, c'est changer. Si ça continue bien, on le supporte. Mais si ça continue de mal, tout le monde va voir que c'est mal. Sinon, pour le moment, c'est propre. Parce qu'on ne peut pas changer tout et puis bien tout. Et puis, ça prend du temps avant que ça aille bien. Les élèves des écoles d'enseignement technique ont déserté les classes ce matin à Ouagadougou. Ils ont manifesté dans les rues de la capitale pour exiger la satisfaction de leur plateforme dont le point saillant tourne autour de meilleures conditions d'apprentissage. Reportage Mokhtar Ouedraogo, Nathalie Savadou. Ce mouvement, c'est le coordonnateur de l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou, concerne les élèves des établissements techniques de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Koudougou, mais aussi de Gawa. Ils sont sortis pour réclamer la satisfaction des points de leur plateforme revendicative. Ou plutôt les questions essentielles concernent la matière d'œuvre. La matière d'œuvre dans les établissements d'enseignement technique. Il y a également la question des laboratoires dans les différents établissements. Il y a aussi la question des bibliothèques qui ne sont pas bien équipées ou que les documents sont dépassés. Et selon les élèves, différentes démarches sont demeurées sans résultat. Le jeudi 25 pour discuter avec lui, mais ça n'a été que du dilatoire. On nous a fait tourner. Je rappelle que la rencontre a eu lieu de 13h30 à 20h30. Il tourne. À la fin pour dire que non, l'État n'a pas les moyens pour réaliser ça. Les élèves menacent de prendre en otage les moyens roulants du gouvernement si rien n'est fait pour améliorer leurs conditions d'apprentissage. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, votre commentaire par rapport à ce reportage de Nathalie Savadou. Bien, merci à la RTB de nous donner l'occasion de nous exprimer sur la sortie des élèves des établissements techniques ce matin. Sur le principe, je commencerai par dire, comme je leur ai dit lorsque je les ai reçus le 29, une délégation donc de l'AESO, leurs revendications sont justes. Moi, je suis prof d'enseignement technique. La matière d'œuvre, c'est cette matière dont on a besoin pour former le technicien aux conditions donc du marché du travail. Ceci dit, lorsque je les ai rencontrés, comme il l'a rappelé dans le reportage, leurs revendications portent principalement effectivement sur la matière d'œuvre, l'acquisition de la matière d'œuvre en question, sur la question des laboratoires, les bibliothèques, la rénovation des ateliers, l'ouverture des suites des filières, l'organisation de sessions de remplacement. Sur l'ensemble de ces points, j'ai eu des échanges avec eux et le 29, lorsque je les ai reçus, le 29 le matin, nous avions déjà pris certaines mesures par rapport à la question des matières d'œuvre. Monsieur Sankara, qui s'est exprimé, et ces mesures a sont été concrètement le 29, monsieur Sankara a été témoin que nous avions libellé des chèques à la destination des différents établissements où il n'y avait encore eu aucune livraison de matières d'œuvre pour permettre donc l'acquisition diligente de cette matière d'œuvre-là. Alors, pourquoi on est dans cette situation?
Vous savez que la dépense publique obéit quand même à un certain nombre de procédures. Ce n'est pas comme vous et moi, je prends dans ma poche et je tourne dans les magasins et quand je suis satisfait, je prends et je pars. Il y a une réglementation à laquelle nous devons obéir et même si cette réglementation, aujourd'hui, le gouvernement la trouve peu satisfaisante, le gouvernement actuel s'est engagé à réformer ces procédures-là, mais en attendant, ce sont ces procédures que ce gouvernement est venu trouver qui sont applicables. Donc nous ne pouvons pas, même sur des questions aussi urgentes, nous ne pouvons pas nécessairement aller à tout vent, à gré pour régler le problème. Mais je dis ici avec fermeté, les établissements ont reçu de quoi répondre aux besoins urgents qui sont là, et j'en suis conscient. Le nécessaire, nous avons instruit les différents responsables de mon département pour suivre cette action, en notamment donc les directions régionales, les directeurs régionaux et le directeur général de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Donc, la situation, elle est due principalement aux procédures. Mais je peux vous assurer que dans les jours à venir, la question sera derrière nous. Parce que nos équipes ont déjà travaillé et depuis le 29 où ils ont eu l'argent, les commandes ont été faites. Certains fournisseurs attendaient qu'on vise les contrats parce que dans certains établissements, les élèves même le savent, l'État doit à certains fournisseurs depuis 2013, 2014, 2015. Donc, lorsque vous allez, même si vous montrez le chèque au fournisseur, il dit, bon, visez d'abord mon contrat. Et c'est ce processus de visa des contrats qui n'était pas encore tout à fait abouti, qui fait que les livraisons ne se sont pas faites. Ce matin même, j'ai rappelé ma collègue des finances pour lui demander vraiment expressément qu'on sorte, parce que nous sommes déjà dans la période de préparation des examens. Et donc, au sein du gouvernement, nous sommes vraiment conscients de la situation et nous avons mis en œuvre vraiment un ensemble de mesures pour que cela se fasse. Alors, Monsieur le ministre, vous avez dit les mesures urgentes, vous les avez prises. Il reste maintenant celles qui sont inscrites dans la durée, comme la réalisation de laboratoires, de bibliothèques. Ça, c'est un travail de longue haleine et qui s'inscrit dans la durée. C'est ça. Le budget 2016 s'inscrit, comme vous le savez, dans un contexte quand même où le pays a traversé un certain nombre d'événements. Le 21 mars, le gouvernement a tenu un conseil extraordinaire pour adopter la loi de finances rectificative au titre de l'année 2016. Cette loi a été transmise à l'Assemblée pour l'adoption et avant qu'elle ne soit adoptée, l'exécution de cette loi de finances est limitée à un certain nombre donc, de rubriques essentielles telles que les salaires et un certain nombre de rubriques de souveraineté qu'on a ouvertes. Mais toutes les autres rubriques, pour le moment, doivent attendre l'adoption formelle par l'Assemblée de la loi de finances rectificative. C'est là aussi l'exercice de la séparation des pouvoirs. Vous ne pouvez pas engager des choses que le Parlement, qui représente le peuple, donc pas autorisé. Ce sont ces contraintes-là qui font que nous sommes obligés de planifier à moyen terme, voire à long terme, certaines mesures, parce que nous sommes déjà en mars. Cette loi va s'adopter peut-être, on espère, dans les jours et semaines à venir, assez rapidement. Et dès que le budget est en place, toutes les diligences seront mises en œuvre donc, pour programmer. Ces choses sont d'ailleurs programmées pour donc aller à l'exécution. Alors, pour en tout cas clore cet entretien, est-ce que votre porte est toujours ouverte pour recevoir donc, les délégués donc, de l'AISEO pour la suite des discussions, pour en tout cas relancer le dialogue pour que ce dialogue-là ne soit pas éteint? Non, je voulais même dire là-dessus que je félicite le bureau de l'AISEO parce que j'ai pu constater l'évolution qu'il a eue et sa disponibilité au dialogue. Il vous souviendra que le 23, quand ils ont manifesté et sont arrivés au ministère, je suis personnellement descendu pour les rencontrer et la rencontre n'a pas pu se faire parce qu'ils n'ont pas souhaité me rencontrer. Mais je crois que après réflexion, ils ont trouvé qu'il était quand même bon que le dialogue prévale
Ils ont demandé une audience que j'ai accordée le 29 et nous avons pu nous entendre. C'est pour dire que je pense qu'ils ont, chemin faisant, mûri. Ils ont aussi analysé les enjeux des manifestations à répétition. Et je leur ai dit ce jour d'ailleurs les conséquences que cela peut avoir. Parce que, par exemple, pour ceux qui sont en classe d'examen, les choix des sujets sont faits depuis longtemps. Et de toute façon, dans le cadre d'une formation, on ne peut pas adapter les sujets à des manifestations. Donc, c'est pour dire au final que ma porte est ouverte. S'ils le souhaitent, dès la fin de cette émission, moi je suis disponible pour les recevoir et dans les jours à venir. Mais du reste, j'ai dit, pour la question spécifique de la matière d'œuvre, c'est une question de jour. D'ici lundi ou mardi, au plus tard, ça sera réglé. Ils verront que dès que les contrats seront visés, les entreprises concernées vont commencer à livrer la matière d'œuvre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Jean-Martin Coulibaly, qui était venu nous parler donc de cette grève des élèves de Ouagadougou par rapport donc à l'enseignement technique où ils exigent de satisfaire les conditions d'apprentissage. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau. La suite du journal, la signature de convention entre la Suisse et le Burkina. À travers celle-ci, la Confédération helvétique met à la disposition du Burkina une enveloppe financière de 2,480 milliards de francs CFA, une somme qui servira à financer 2 projets de développement. L'objectif est de contribuer au renforcement de la démocratie au Burkina. Mokhtar Ouedraogo et Solange Guigma, reportage. Cette signature de convention entre la Confédération helvétique et le Burkina Faso met à la disposition du gouvernement burkinabé la somme de 2,480 milliards de francs CFA pour le financement de 2 projets. Il s'agit du programme d'appui au secteur de la culture PASEC à hauteur de 1,24 milliard de francs CFA. L'objectif est de consolider la démocratie au Burkina. Nous pensons que les acteurs culturels sont des acteurs importants de la démocratie. Ils permettent de générer des connaissances, de générer des débats. Ils interpellent également les autorités sur la vie du pays. Donc c'est vraiment un secteur qui est extrêmement riche au Burkina Faso, extrêmement vivant, mais bien entendu, il y a des problèmes économiques. Et un des défis de ce programme, c'est d'essayer de structurer l'offre culturelle de manière à ce que le secteur privé de la culture puisse affronter l'avenir de façon durable. Démarré en 2015, le PASEC poursuit une meilleure organisation de l'offre des biens et services culturels et un renforcement des capacités des opérateurs de la culture. C'est une contribution importante à 4 opérateurs culturels et également une contribution pour le Fonds de développement culturel et touristique qui a été adopté l'année dernière. Et donc, cela va être utilisé conformément à ce qui est prévu dans les différents accords. Le second projet est relatif au programme Crédit Global du Bureau de la coopération suisse au Burkina, phase 9, qui sera financé à hauteur de 1,24 milliard de francs CFA. La mise en œuvre de ce projet permettra d'apporter une contribution financière à des actions spécifiques et ponctuelles qui ne figurent pas dans les secteurs d'intervention de la coopération suisse. Le commerce du bétail au centre d'un atelier organisé par le projet d'appui à la résilience des systèmes agro-pastoraux en Afrique de l'Ouest par SAO. Cette rencontre se tient à Gawa, dans le sud-ouest. Son objectif, mener la réflexion autour des enjeux de la production, de la mise en marché et de la mobilité transfrontalière du bétail. Justin Karambiri, Isiakanana, à Gawa. La région du sud-ouest est réputée comme l'une des grandes régions d'élevage du Burkina Faso. Cependant, de nombreuses contraintes entravent son développement. D'où la nécessité pour les acteurs de mieux s'organiser pour mettre en place des organisations plus professionnelles. C'est l'une des régions qui d'abord ne dispose pas d'infrastructures marchandes aménagées. Les quais d'embarquement n'existent pas ou existent très peu. Donc vous voyez, si on prend les 4 provinces de la région, dans aucune des provinces il y a un marché de bétail aménagé. Donc l'objectif du PARSAO, c'est de pouvoir accompagner donc la région à mettre en place un marché structuré. Le projet d'appui à la résilience des systèmes agro-pastoraux en Afrique de l'Ouest, PARSAO, veut par cet atelier répondre à cette nécessité avec pour objectif global de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des agro-pasteurs et au développement économique durable de l'élevage. Il s'agit de voir comment les animaux sont produits. La deuxième étape consistera à dire
comment les animaux produits sélectionnés vont quitter donc de leur lieu de production jusqu'au marché terminal. Et en troisième lieu, on a sélectionné un certain nombre d'enjeux qui sont liés justement au commerce du bétail, qui vont se poser à nous dans les 20-30 années à venir et débattre avec les différents acteurs qui sont dans la salle, donc qui sont invités de ces enjeux-là. Mise en œuvre depuis juillet 2015, le PARSAO envisage de renforcer la résilience de 5000 ménages en facilitant la mobilité de leur bétail entre pays sahéliens et côtiers, en leur fournissant des services de base pour la production et la mise en marché à travers un territoire transfrontalier sous-régional. Les journaux de ce mercredi commentent le voyage du président du Faso en France avec les avis de mécontents face à l'accueil qui a été réservé au président Roch-Marc Christian Kaboré. Des quotidiens s'intéressent aussi à la décision de rendre gratuits les soins de santé chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes. Touboum, Evelyne Dabiré. Séjour du président du Faso en France, Roch-Marc Christian Kaboré a été reçu à l'Élysée, titre sur Roya. Il s'est entretenu avec son homologue français François Hollande et plus de 30 minutes d'entretien ont permis aux deux d'aborder des sujets divers, poursuit ce journal. Des sujets de discussion précisés dans Aujourd'hui au Faso qui écrit « Économie et sécurité ont dicté cet agenda ». Pour ce quotidien qui rapporte les propos du président du Faso, la sécurité est désormais au cœur de toute perspective de développement car démocratie s'accommode mal avec terrorisme. Et par rapport à la visite du président du Faso en France, certains quotidiens comme Le Pays rapportent le mécontentement du Moser qui, dans une déclaration, se dit remonter que le président du Faso ait été accueilli à sa descente d'avion par l'ambassadeur de France au Burkina, un acte qu'il considère comme un manque de courtoisie. Un comité d'accueil qui a surpris et indigné de nombreux internautes burkinabés qui n'ont pas compris que François Hollande ou au moins un de ses ministres ne se soit pas déplacé à l'aéroport pour souhaiter la bienvenue au président burkinabé, explique le journal Le Quotidien. DNF interroge alors, la France et le Burkina pourront-ils un jour traiter d'égal à égal? Autre sujet analysé par les parutions de ce jour, la gratuité des soins chez l'enfant de moins de 5 ans et chez la mère. Notre temps salue cette décision gouvernementale, énumère les pathologies concernées par la gratuité, mais interroge, dans un état où les caisses sont vides, a-t-on prévu suffisamment de stocks de médicaments pour la prise en charge des différentes pathologies? Le gouvernement doit donc travailler à éviter le syndrome de la fausse gratuité et des ruptures de stock, conclut ce quotidien. Fin du journal, merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.